Je vous remercie de votre présence pour écouter cette nouveauté qui est le référent du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Je vais commencer tout d'abord par une présentation d'abord qui je suis et également ce que je représente aujourd'hui. Alors, je suis le président de l'ANCSE, c'est une association qui a vocation à réunir les élus des CSE. C'est tout nouveau, une association qui existe depuis seulement 7-8 mois et qui a déjà à son actif réalisé une très belle conférence que vous trouverez sur notre site ancse.fr avec des vidéos et un compte-rendu détaillé de la conférence où étaient présents 4 professeurs d'université. Donc cette association, vous découvrirez sur le site, fait plein de choses. Et donc je pense que c'est une association qui a de l'avenir si les élus s'en emparent et comprennent comment elle peut avoir sa place dans le monde des élus du personnel. Alors, on va parler de notre sujet. Alors, ce sujet, il est récent puisque le référent doit être mis en place dans tous les CSE et dans les entreprises. On va en parler après, depuis le 1er janvier 2019. Bien sûr, si votre CSE n'est pas encore en place, ce sera au moment où votre CSE sera actif, sera créé. Toujours est-il que la mise en place légale était au 1er janvier 2019. Mais bien avant la mise en place du CSE et cette création, il y a un contexte que je ne peux pas, comme ça, ne pas passer. Ce contexte, vous le connaissez depuis plusieurs années, on en entend beaucoup parler avec la presse. C'est, par exemple, l'affaire Weinstein, Harvey Weinstein aux États-Unis il y a 2 ans. Ça a fait grand bruit, puisque c'était 2017. A été juste après lancé sur les réseaux sociaux des hashtags comme MeToo, balance ton porc versus francophone. Donc tout ça c'est récent, on ne peut pas faire l'impasse sur ce genre de choses puisque ça a en quelque sorte mis en lumière des agissements, des pratiques, des comportements au grand jour et la parole se libère, la parole des personnes qui subissent des remarques, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose où les personnes, et c'est normal, n'hésitent pas à le dire. Et donc, c'est aussi pour ça que le référent existe, on va en parler. Mais je voulais quand même parler de cela, concernant ces mouvements qui nous viennent alors, de l'affaire Weinstein aux États-Unis. Le législateur a réagi, mais on verra la chronologie de sa réaction. Je vous ai mis également sur le slide un article du Monde qui ne date pas d'il y a 100 ans, il est de début septembre, où même le président de l'Assemblée nationale, M. Ferrand, a reçu des courriers d'attachés parlementaires qui se plaignent de harcèlement sexuel et de propos sexistes. Je ne parle pas d'harcèlement moral. C'est le courrier, c'est les 2 courriers qu'il a reçus cet été. Et si je reprends la presse sur les 18 derniers mois, vous avez eu des remontées sur ces problèmes de propos sexistes dans des mouvements étudiants, dans le monde de la pub, vous avez eu dans des grandes entreprises. Donc, c'est quelque chose qui, depuis 18 mois, on ne peut pas, chaque semaine, ouvrir un quotidien sans avoir, ici et là, des événements, des personnes qui portent plainte, et ça vient entacher donc l'entreprise. De toute façon, l'entreprise, elle, derrière, réagit, puisque les cas que je vous ai évoqués, certains ont été donc licenciés dans le monde de la publicité. Donc, il y a eu des réactions depuis les 18 mois, puisque à l'occasion de la préparation de cette petite atelier, je me suis replongé sur les 18 derniers mois de la presse. Et j'ai comme ça égrené plusieurs cas, hérésie dans la publicité, Marcel. Donc vous voyez, il y a eu plusieurs comme ça sociétés où des personnes ont dit « Non mais attendez, là, il s'est passé tel problème ». Des jeunes étudiantes recrutées où on fait
comment dirais-je, l'entretien d'embauche le soir, dans un bar ou un restaurant. Voilà, c'était dans la presse, donc c'est des pratiques en quelque sorte qui ont été mises en lumière depuis maintenant 18 mois, 2 ans. Des personnalités aussi ont été mises en cause. Pour certaines, relax. Je pense à M. Darmanin, il y a eu un non-lieu prononcé l'an dernier, mais en tout cas, il y a eu des accusations. Pierre Jox, je ne vais pas les citer, mais vous voyez que c'est un vrai sujet d'actualité qui, aujourd'hui, peut exploser à tout moment. Et si l'atelier, on a voulu le faire, c'est pour que vous, les élus, vous puissiez être sensibles à cette question, pour pouvoir, d'une part, si vous êtes le référent dans l'entreprise, connaître le sujet, et puis d'autre part, mettre en garde en quelque sorte les salariés que vous représentez, parce que le danger il est très grand, puisque on va le voir, il suffit de quelques mots, de SMS, de choses de ce genre-là, où vous risquez quoi? Vous risquez le licenciement, derrière, je le dis crûment, vous risquez pour l'homme de perdre peut-être sa femme, sa maison, ses enfants. Donc la conséquence derrière, et ce que je vous dis, moi je l'ai vu en tant que conseiller prud'homme pour un dossier, c'est concret. Donc la chute peut être terrible pour des propos, des mots, à la machine à café, etc. Donc c'est un sujet, moi je ne dis pas que je connais ce sujet parfaitement. Si vous avez envie de parler, d'échanger sur des exemples, n'hésitez pas, mais je vous dis que c'est quelque chose qui est très contemporain, et qui n'a pas fini encore Et le rôle des élus, c'est quand même de faire de la prévention pour éviter que cela arrive. Le code pénal. D'emblée, je vais parler du référent, mais je vais parler donc de harcèlement sexuel, propos sexistes, puisque le référent, on va voir, mais c'est assez rapide, qui il est, comment on le désigne. Mais l'important pour cette heure, c'est que vous ressortiez, me semble-t-il, avec une connaissance du harcèlement sexuel. Et des propos, de quoi s'agit-il? Je vais évacuer, je ne parle pas de harcèlement moral. Sois bien d'accord, c'est autre chose. Donc je ne parle pas du harcèlement moral, je me cantonne à notre sujet, le harcèlement sexuel. Le code pénal, d'abord c'est lui qui en parle, il en parle bien avant le code du travail, et pour aussi, comment dirais-je, vous rappeler un événement que probablement vous vous souvenez, l'article du code pénal a fait l'objet d'une QPC, d'une question prioritaire de constitutionnalité, réforme faite par Nicolas Sarkozy qui permet à tout à chacun d'aller voir si une règle pénale ou autre est conforme à la Constitution lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un renvoi vers les sages. Donc QPC, et là le Conseil constitutionnel a annulé cette disposition pénale du harcèlement sexuel. On s'est retrouvé pendant un temps où il n'y avait plus rien dans le code pénal. Vous vous rappelez, c'était 2012. Donc le législateur s'est remis au travail parce que la règle, la QPC, a été retoquée, la règle de droit, parce qu'elle était trop large et ce n'était pas assez clair. Donc il fallait que le législateur reprenne sa plume et réécrive un texte qui soit beaucoup plus clair, parce qu'une règle ne peut pas être comme ça, à l'emporte-pièce, extrêmement large. Je ne l'ai pas noté, mais elle était effectivement, quand je l'ai reprise, il fallait quand même bien comprendre de quoi on parlait. L'article 222-33 du Code pénal inclut dans sa définition, c'est une nouveauté en 2018, le harcèlement sexuel, outre des propos ou comportements à connotation sexuelle, je l'ai souligné, les propos ou comportements à connotation sexiste. Il faut bien faire la différence. Ce sont deux choses différentes. Le Code pénal, virgule, nous parle d'un comportement à connotation sexuelle et nous parle de propos à comportement à connotation sexiste. C'est la règle du Code pénal. Vous l'avez, alors tous ces slides, vous les aurez sur le site de la NCSE. Dans quelques jours, comme ça, si vous voulez vous y reporter, vous les aurez. Donc là, je vous ai mis de manière in extenso l'article du Code. Et on voit donc le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne de façon répétée. Chaque mot est important, on en parlera après, donc le mot répété. Là, c'est bien le Code pénal, pas le Code du travail, j'y reviendrai après. Des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, je l'ai mis en gras, qui portent atteinte à sa dignité
en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc là aussi, il y a une distinction à faire sur des propos, mais également des situations. Je peux illustrer d'emblée comme ça pour... c'est une jurisprudence, ce n'est pas les petites histoires que je raconte. Le fait d'avoir sur un bureau un objet sexuel sur le bureau, ça ne vient pas directement attaquer la collègue dans le bureau d'à côté, mais ça vient créer un environnement qui est hostile, offensant. Vous voyez, donc c'est l'environnement. Il n'y a pas que les propos, il n'y a pas que les écrits, c'est ce que l'on peut faire aussi. Donc ça englobe quand même, cette définition pénale englobe beaucoup de choses. Et elle parle de connotation sexiste. On va le voir, ce n'est pas dans le Code du travail pour la partie harcèlement sexuel. C'est sur une autre partie, mais pas sur le harcèlement sexuel. C'est pour ça que je voulais absolument que vous voyiez aussi le Code pénal. Alors, après, vous avez, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation d'une d'elles, alors que même que chacun de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Donc ça, c'est vraiment la concertation. On peut vous imaginer derrière ça, c'est les réseaux sociaux. Hein, c'est le Facebook, on est plusieurs à avoir, même pas de façon répétée, mais une fois, mais plusieurs personnes vont avoir des attitudes et des propos. Le deuxième alinéa du Code pénal, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. C'est ce que je vous ai parlé, le cyberharcèlement ou le raid numérique. Donc, les personnes sont conscientes que ce qu'elles peuvent faire une fois, d'autres vont également le faire sans concertation, sans le savoir, mais qu'il y a quelque chose qui se passe pour une personne qui arrive dans l'entreprise. Et bien là, vous voyez, le mot répétition ne viendra pas aider l'auteur. Alors, est assimilé au harcèlement sexuel le fait même non répété, c'est ce que je vous disais, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Réel ou apparent. Ça veut dire que même si l'intention de l'auteur n'était pas d'obtenir des faveurs sexuelles, mais la situation fait que. Donc on est vraiment, vous voyez que c'est quand même assez... ça laisse beaucoup de situations. Les faits mentionnés au 1, donc là c'est la peine encourue. Les 2 ans de prison et l'amende. Alors la remarque que je vous ai notée, il faut noter que la définition pénale du harcèlement sexuel l'éloigne de celle qu'en donne toujours le Code du travail, lequel n'assimile pas les agissements sexistes au harcèlement sexuel. On va le voir, l'article L 1153-1, on va le lire tout à l'heure, lui, il ne fait pas mention du mot sexiste. Il parle de harcèlement sexuel. Le mot sexiste dans le Code du travail, on le trouve ailleurs. Alors, je vous ai mis aussi, je vous ai dit qu'il y a un contexte. Il y a un contexte international, d'opinion. Eh bien, le législateur français a réagi. Avec quoi d'abord, on a une ministre, secrétaire d'État à l'égalité, qu'on entend très souvent. Dans les médias, elle est quand même très présente. Donc c'est aussi le signe de quelque chose de notre époque. La loi numéro 2018-703 a également créé une nouvelle infraction, l'outrage sexiste, toujours dans le Code pénal, afin d'intégrer dans le champ pénal certains comportements à connotation sexiste ou sexuelle, jusqu'alors impunis, tels que le harcèlement de rue, car ne relevant d'aucune infraction existante auparavant. Il y a une circulaire qui nous précise que, je vous l'ai mise, c'est aussi vrai dans le monde du travail. Donc, ces propos lancés, cette amende pourra très bien être également mise par la police. Le cas échéant, si une personne vient voir le commissariat, l'amende peut être portée s'il y a un témoin. Donc, une femme peut très bien aller dire, voilà, dans le bureau, il y a eu telle chose, et là, s'il y a un témoignage, la charge de la preuve, on est en pénal, incombe à la personne qui vient, on dirait-je, porter une plainte, mais l'amende peut être là, il peut y avoir une amende. Alors, la loi sur l'avenir professionnel, également un volet, celle du 5 septembre 2018, elle a inscrit l'obligation dans les entreprises d'au moins 250 salariés de désigner 2 nouveaux types de référents.
Donc c'est notre sujet, deux types de référents. Un référent harcèlement sexuel, chargé d'orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, et un référent handicap, ayant pour mission de faciliter l'insertion des travailleurs en situation de handicap. Cette même loi impose au CSE de désigner un référent harcèlement parmi ses membres en adoptant une résolution à la majorité des membres présents. On reverra les conditions dans les slides suivants. Alors, ces référents, parce que ça aussi c'est un mot qu'il va falloir s'habituer, il y en a de plus en plus. Des référents dans l'entreprise, on a eu les référents en prévention des risques et de santé, qui ont été créés en 2012. Donc chaque entreprise doit avoir un référent. Généralement, c'est quelqu'un du HSE s'il existe. Ça peut être un extérieur de la structure de santé qui s'occupe de la santé dans l'entreprise, qui fait les visites, etc. Mais ça peut être un salarié du CSE ou un autre salarié qui a cette fibre de santé, mais il faut un référent. C'est quelqu'un qui a un certain nombre de prérogatives. Donc, référent, on pense aussi à ce référent santé qui doit exister d'ores et déjà dans vos entreprises. On a le référent de la RGPD depuis 2018 avec la réglementation générale de la protection des données européenne. Cet instrument, c'est pas une directive, mais c'est mince, je perds le mot, c'est pas l'autre, c'est un règlement qui oblige donc pour les entreprises qui ont qui traitent des données personnelles de leurs clients, ou de leurs propres, mais généralement c'est leurs clients, de grande échelle, etc., vous devez avoir un référent également RGPD. Après, chaque entreprise, je ne sais pas dans lesquelles vous travaillez, ça doit vous parler. Alors, l'acteur référent au sein de l'entreprise, il y en a deux. Il y a celui du CSE et celui de l'entreprise. Le référent harcèlement sexuel, c'est l'article 2314-1 du Code du travail qui dispose que le comité social et économique comprend l'employeur, une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret. Alors ça, vous le savez par cœur, hein, vous êtes dedans avec les minima, parce que ça reste que des minima, en fonction de l'effectif. Et également un référent dans un autre alinéa, c'est le dernier alinéa, en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Donc là, on n'est pas sur l'article de harcèlement sexuel du Code du travail, je vais vous en parler après. C'est l'article qui nous évoque que cette personne, ce référent, son rôle va être de lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, et désigné par le CSE parmi ses membres. Alors, question qui se pose, parmi ses membres, pas un autre salarié qui n'est pas élu. Donc, un titulaire ou un suppléant, peu importe. Alors, comment il est désigné? Par une résolution du comité à la majorité. Des présents, c'est la règle habituelle. S'il manque un élu autour de la table ou deux élus, on va pas, c'est pas la majorité absolue du CSE. Si vous êtes 15, c'est les membres présents ce jour-là, quand vous allez désigner. C'est une majorité absolue, donc plus de 50% des membres vont devoir se déterminer sur un nom. On verra après qui, quel profil. Ça, c'est, la loi ne dit rien, c'est une réflexion qu'on doit avoir. CSE à partir de 11. Ça veut dire qu'un CSE avec 11 salariés, il y a un référent. Ce n'est pas 50. Donc pour les petites entreprises avec les petits CSE, vous devez aussi avoir ce référent dans le CSE. Alors, en dessous de 11, là la loi est muette, donc bien sûr il n'y a pas de CSE, donc il n'y a pas d'obligation. Alors, le CSE, en matière de harcèlement, il a déjà un rôle. L'article 2312-9 dispose que dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique, dans son alinéa 3, peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis par le 1142-2-1. Ça veut dire que cet article-là, vous le garderez quand vous récupérerez les slides, vous servirez aussi, le référent va se servir de cet article-là pour solliciter son CSE, pour avoir justement des initiatives. Parce qu'on va me poser la question, mais qu'est-ce qu'il peut faire?
je ne vais pas faire un comeback à chaque fois. Regardez cet article, il nous dit déjà, le CSE, il a un rôle. En la matière, c'est écrit, le référent disposera cet article pour dire au CSE, ben, on prend telle initiative, on débat, qu'en pensez-vous? Alors, les petites entreprises n'étant ni dotées d'un règlement intérieur ni d'un CSE pourront néanmoins s'appuyer sur leur branche. Je le précise parce qu'il y a peut-être des entreprises, des élus de très petites entreprises. La branche, qui a toujours un rôle, hein, même s'il y a eu la grande réforme des ordonnances Macron, même si aujourd'hui il y a la primauté des accords d'entreprise, la branche a toujours un bloc 1. Ce bloc 1, dans ce bloc 1, vous avez justement l'égalité, etc. La branche a des initiatives. Il faudra donc aller chercher dans sa convention collective de branche ce que la branche prévoit sur ces... Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de dispositions par les partenaires sociaux dans les branches. Alors, l'article L 2241 pour toutes les entreprises, les organisations liées par une convention de branche ou à défaut par des accords professionnels. Alors, je vous ai mis l'article, il est là. Donc, des mesures tendant à assurer l'égalité. Donc, vous avez l'article, c'est sur celui-ci que, si vous n'avez pas de CSE, ben, il faudra aller chercher dans les branches. Et même si vous avez un CSE, allez voir ce que votre branche a prévu ou va prévoir. Les moyens. Alors, le référent, comme les autres membres du CSE, il bénéficiera d'une formation en matière de santé, sécurité et des conditions de travail de l'article 2315-18. Rappelez-vous, au moment des ordonnances, la formation en santé était réservée à la commission santé. La loi de ratification a élargi, tous les membres sont formés sur la santé. Ça veut dire que là, on peut prendre un membre, un suppléant, tous les membres doivent être formés. Et donc, le référent n'a pas de droit à formation en plus, si vous voulez. Il est déjà formé 3 jours ou 5 jours, tout dépend de la taille. Rien n'empêche ensuite, d'une part, au CSE, sur son budget de fonctionnement, de faire une formation spécifique à son référent, et d'autre part, de réclamer à l'entreprise une formation pour que le référent puisse mieux connaître son rôle. Comme on fait aujourd'hui, c'est le b.a.-ba de connaître les règles de droit sur le harcèlement sexuel et de quoi on parle. Modalité de vote, je vous en ai parlé. Durée du mandat, la durée du mandat du CSE. Donc 4 ans. Qui choisir? Sciemment, je n'ai rien mis, puisque je ne peux pas vous dire qui choisir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut quelqu'un qui a un profil particulier, une personne qui soit sensible à cette question, quelqu'un qui est vraiment, voilà, dont on ne... D'abord, qui va pouvoir intervenir, et en tout cas qui va être aussi en mesure de recevoir les gens. Donc quelqu'un qui, dans l'entreprise, a une certaine image, puisqu'il y a 2 référents dans les entreprises de plus de 250, je vais y venir avec le côté employeur. Si on est moins de 250, il n'y en a pas de côté employeur. Mais il faut que les salariés, s'il y a un référent, l'idée aussi, c'est qu'ils viennent le rencontrer pour évoquer des choses. Donc si le profil que vous choisissez est un profil qui n'attire pas les salariés, d'emblée, ça ne sert à rien. Donc, dans tous les membres du CSE, si vous n'êtes pas encore passé par l'élection, il est toujours temps d'interroger des gens qui se disent des fois ben, pourquoi je vais être élu, qu'est-ce que je vais faire. Tiens, toi, tu as vraiment le profil, viens et tu pourras prendre cette fonction. Alors, si vous n'y êtes pas encore passé. Toujours acteur interne, dans l'entreprise, la loi a prévu qu'un référent côté employeur sera à désigner à partir de 250 salariés. C'est pareil, hein, il n'a pas plus, il n'a pas un rôle différent, il va recevoir, il va être à l'écoute. Après, petit conseil, je ne sais pas si je peux donner sur le conseil, mais on peut imaginer dans une entreprise de plus de 250 que si on a désigné un homme au CSE, on peut peut-être désigner une femme côté employeur. Ça peut être toujours et vice-versa. C'est juste une petite chose qui pourrait permettre, le cas échéant, à la victime d'aller se diriger plus facilement vers telle ou telle personne en ayant un peu le choix. Donc l'objectif, je l'ai déjà dit, permettre aux salariés de faire face à de telles situations et disposer d'une écoute auprès d'un interlocuteur qui est informé, formé, informé, qui sait. Les acteurs externes, en la matière, il n'y a pas que dans l'entreprise. Si une victime
fait l'objet de ces agissements, de ces faits, vous avez le médecin du travail, vous avez l'inspecteur du travail et vous avez le défenseur des droits. Alors, on connaît les deux premiers, on connaît moins le troisième. Une personne estimant être victime de harcèlement sexuel dans un contexte de discrimination peut saisir le défenseur des droits. Le défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante. Elle est chargée de veiller à la protection des droits et des libertés. Donc il y a un site internet pour le défenseur des droits. Je n'espère pas dire de bêtises, c'est bien Jacques Toubon. Et il a fait un rapport il y a 3 jours sur la discrimination des syndiqués. C'est sorti mercredi avec une enquête qualitative sur 28 000 ou 33 000 syndiqués. Le cadre légal toujours. Donc c'est un risque psychosocial, de toute façon. Risque psychosocial, risque, ça veut dire qu'on va évoquer à un moment le document unique d'évaluation des risques, le DIE. Alors, la loi met à la charge de l'employeur une obligation de protection de santé mentale, physique et mentale du salarié. Cet article, c'est tête de gondole, c'est le chapitre, c'est le titre, l'article 4121-1, c'est-à-dire que là, l'employeur, tout ce qui se passe dans l'entreprise sur la santé, physique ou mentale, il en est à charge. C'est-à-dire que c'est pas, il ne peut pas dire oh, écoutez, moi je n'ai pas envie de m'occuper de vos affaires, vous voulez vous plaindre de quoi, vos relations avec X et Y, j'ai pas. Non. Tout ce qui se passe dans l'entreprise, l'employeur, il en est en charge. Donc c'est pas. Parce qu'il existe autant d'employeurs que d'entreprises dans leur façon de réagir. C'est pas ce que je dis, c'est pas une fiction. Des employeurs pourraient vous dire, mais ça c'est votre problème. Donc, non, l'article 4121 fait partie de la santé au même titre que le quotidien dans le travail. Alors, l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article 4121-1 sur les fondements des principes généraux de prévention suivants. Il doit faire son possible pour empêcher la survenance d'un harcèlement sexuel. D'empêcher la survenance, ça veut dire qu'il faut y réfléchir avant pour l'empêcher. C'est un risque qui peut arriver. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai prévu en amont pour pas que ça arrive, et en tout cas, quand ça va arriver, comment je dois réagir. C'est pas, ça s'est jamais passé chez nous, il n'y a pas de problème. Ça s'est passé dans la pub, ça s'est passé dans les journaux, les journalistes, tout le monde a été touché dans tous les milieux économiques, secteurs d'activité. Je ne vais pas faire la liste, elle est longue comme le bras, et tous les milieux sociaux, professionnels. Ça touche tout le monde. Alors, on a également, dans le Code du travail, je vous ai vraiment tout mis, tout ce qui concerne la réglementation dans le Code, on a dans le 4e titre sur l'égalité professionnelle, donc dans le titre Égalité pro du Code du travail, vous avez la loi Rebsamen qui, en 2015, dans son article 20, nous dit 1142-2-1, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant. Et là, vous avez sexiste. Vous allez voir juste après, Code pénal, il y est, Code du travail, il est dans la loi Rebsamen, dans la partie égalité pro. Mais il n'est pas dans l'article du harcèlement, vous allez le voir. Donc là, vous avez dans cet article, donc on s'appuie, quand on cherche quelque chose pour dire, mais oui, on doit aller chercher un fondement juridique. Là, vous avez les agissements sexistes sont interdits, article 1142-2-1, agissement sexiste. Maintenant, harcèlement sexuel, j'ai précisé, droit du travail, Code du travail. Alors, l'article 1153-1 du Code, aucun salarié ne doit subir des faits, grand 1, soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétée, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. C'est la reprise du Code pénal sans la partie sexiste. J'insiste bien, vous comparerez. Donc, c'est la reprise du Code pénal reformulé, mais il n'y a pas, dans cette définition du harcèlement dans le Code, le code sexiste. On va le chercher du côté de l'égalité professionnelle. Grand 2, soit assimilé au harcèlement sexuel constituant toute forme de pression, donc là on a 2 définitions, pression grave,
même non répété, donc là on est vraiment sur le fait qui, une fois, c'est terminé, exercé dans le but réel ou apparent, toujours cette façon de, quand on décortique des faits, pour ceux, si demain voilà, vous êtes en situation d'avoir une situation de fait, but réel ou apparent, même si on peut imaginer que la personne ne comptait pas, mais c'était pour de l'humour, mais ou apparent. Même non répété, exercé dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Voilà. On peut aussi, entremetteur, on peut dire des choses pour le collègue, etc. Donc la définition est quand même là, par rapport à celle de 2012, avant 2012, elle est claire, elle pose. Alors, vous avez, je vous ai mis dans le 1153, vous avez différents articles qui se suivent, le 53-2, le 53-3, le 53-4. Je ne vais pas vous les lire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de quoi? On parle des stagiaires, des personnes qui sont en formation, etc. Donc il y a un article qui évoque leur situation. Idem pour eux. Et on parle également des personnes qui vont, je vais vous faire une petite précision qui est importante, les personnes qui vont dénoncer des faits de harcèlement sexuel dans l'entreprise. Elles sont protégées de sanctions. Si l'employeur venait à licencier, rompre un contrat d'apprentissage, etc., parce que la personne serait venue se plaindre, ça existe hein, dans les jurisprudences, on voit, elle est venue dire il y a eu ça, ben, c'est elle qui... eh bien, la rupture serait nulle. On va l'évoquer encore après. Mais retenez différents articles qui se suivent, on parle des différentes catégories et on parle de la protection quand on vient dénoncer. Petite précision, je ne sais pas si je l'ai mis dans les slides. En harcèlement moral, la Cour de cassation a précisé que la personne qui vient informer l'employeur, dénoncer, dire que pour qu'elle soit protégée, cette personne, il faut qu'elle ait expressément dans sa lettre ou dans ses propos, rapportés avec la preuve, dit qu'il s'agit de harcèlement moral ou sexuel. Il faut qu'elle, si elle ne le dit pas, la Cour de cassation récemment n'a pas retenu. Ce qui est quand même dur, puisque tout salarié ne va pas automatiquement mettre le nom, ou va dire bah, y a des problèmes, ou il va peut-être dénoncer les faits, mais il ne va pas mettre le sceau d'un harcèlement moral, harcèlement sexuel. Il faut le dire. Car la protection commencera, c'est un arrêt de jurisprudence de la Chambre sociale. C'est critiquable, mais voilà. Alors, voilà, les stagiaires également. Alors, l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, on l'a dit. On revient avec le code pénal, qui, l'article 222-33 du code pénal, est affiché dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou la porte est de locaux où se fait l'embauche. Alors, là, petite importance, c'est les locaux, mais et où se fait l'embauche. Ça veut dire que si les tableaux sont dans l'entreprise, à un endroit différent où les personnes qui viennent pour le recrutement, c'est fait aussi pour les personnes qui ne sont pas de l'entreprise et qui viennent postuler à un emploi et qui sont reçus. Et là, il faut que les locaux qui amènent le candidat, le futur salarié à l'entretien, ils puissent disposer à l'affichage de ces règles pour justement faire en sorte que la personne se dise bon, j'ai lu ça, s'il se passait quoi que ce soit, je sais que c'est interdit, je peux aller faire. Donc, pas que dans le tableau, si vous n'avez pas dans le tableau près du bureau où se passe l'embauche, ben vous ne répondez pas à l'obligation. Alors c'est un détail, mais ça dépend de la taille de l'entreprise, mais l'inspecteur, lui, le relèvera, sans état d'âme. Donc sachez-le. Si vous êtes référent, sachez-le. Donc ça, je l'ai dit, c'est une jurisprudence du 17 mai. Hein. Cette jurisprudence du 17 mai, c'était une situation où un président d'association, avec la salariée, il y a eu un fait où je cite l'arrêt, où la salariée s'était plainte de douleurs avec des coups de soleil, il lui a proposé de venir dans sa chambre pour la soulager.
ça te fera du bien. Voilà. Bah, il est passé, lui, un fer. Vous avez les références. Vous pouvez aller voir, ce que je vous dis, c'est ça. Donc, pour vous dire que c'est quand même... ça va très vite, hein. Alors, oui, c'est la distinction. Alors, l'effet répété, lorsque c'est grave, il n'y a pas besoin de répétition. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Alors, s'ils présentent un caractère répété, ils peuvent également être qualifiés de harcèlement sexuel. S'ils présentent un caractère répété. Donc là, il sera demandé une répétition. Pourquoi? Je vous ai mis des faits très précis de jurisprudence. Le fait de provoquer des contacts corporels non désirés, caresses sur les mains, cheveux, genoux. Donc, une fois, ça passe. Mais si à répétition, la salariée se plaint de ce genre de comportement, en apportant la preuve, effectivement, ça ne passera plus. Donc là, ça sera sous le coup de cet article et de la sanction. Les commentaires déplacés sur l'apparence d'une personne, des plaisanteries grivoises ou sexistes, des regards concupiscents, des clins d'œil ou des gestes obscènes. Le fait de poursuivre une personne de ses assiduités, appels téléphoniques, mails, cadeaux, alors que celle-ci a marqué sans équivoque son désintérêt. Ça, c'était sous l'empire de l'ancienne c'est une circulaire, mais elle est toujours valable. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui montre qu'il y a quand même un danger dans les entreprises où vous pouvez être confronté assez rapidement. Alors, il peut s'agir de comportements tout autre propos, gestes, envoi ou remise de courrier ou d'objets, attitude. Ainsi, tout acte tel que placé en évidence, je vous l'ai dit tout à l'heure, placé en évidence sur le plateau d'une personne ou dans sa voiture des revues pornographiques, lui tenant des propos grivois sur son comportement sexuel, etc. Dans sa voiture. Donc, on va le voir, ça peut être hors temps de travail. Hein, parce que maintenant, on envoie des mails, des SMS. La frontière est quand même très poreuse avec l'électronique. Alors, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une victime, successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence, je répète, même en l'absence de concertation, pas besoin de faire répéter, même si le fait n'est pas suffisamment grave, mais si en l'espèce, le fait a été répété par plusieurs personnes, pour la victime, pour elle, ça commence à peser. Donc, ces propos ou comportements sont imposés à une même personne. Hein, donc, le harcèlement sexuel peut être caractérisé même si les actes, je l'ai remis, commis en dehors du temps de travail. Vous avez la jurisprudence de 2011. Voilà. Des faits en dehors du temps et du lieu du travail ont été, pris pour la sanction, ont été acceptés. Alors que vous savez que des faits hors temps de travail, normalement, l'employeur ne peut pas utiliser ces faits pour la sanction disciplinaire. Mais il y a quand même des entorses à cette règle. Oui, ça aussi c'est important. Dans l'inconscient populaire, c'est comme le harcèlement moral, il y avait au début, parce que ce n'est pas une notion qui est très très vieille, harcèlement moral c'est les années 90, hein. On n'en parlait pas dans les années 80, donc c'est des notions qui sont nouvelles, et on a cette notion de harcèlement moral où on pense que c'est le manager qui va harceler. C'est pas ça. Aujourd'hui, mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais le harcèlement moral, ça peut être un collègue, et ça peut être l'organisation. Ce n'est pas une personne en tant que telle. L'organisation qui a été choisie par l'entreprise fait que ça provoque un harcèlement moral parce que les conditions de travail, etc. Donc, ça a évolué dans le temps. Donc là, ce que je veux vous évoquer, c'est que le harcèlement sexuel peut être constitué, même si l'auteur n'a pas une autorité sur la victime. Ça peut être le harcèlement vertical, lorsqu'une personne fait pression sur une autre en abusant de son autorité. Donc là, on descend. L'horizontal, déconnecté de tout rapport hiérarchique, comme par exemple deux collègues du même niveau hiérarchique. Là, pareil, c'est pas parce que je ne suis pas son chef que je peux me permettre des propos. Alors, toute personne qui a une autorité aussi bien interne qu'externe à la société, ça veut dire une entreprise extérieure, l'entreprise est responsable de la santé et de la sécurité des salariés, y compris des personnes qui sont extérieures à l'entreprise.
un accident du travail, il y a des arrêts en protection sociale, des décès, une caissière, c'est un client qui rentre, qui avait une arme, c'est quelqu'un d'extérieur, c'est pas forcément un salarié. Donc là, toute personne qui pourrait entrer en contact avec la salariée et qui pourrait avoir des agissements, ces faits-là. Alors, j'ai repris les obligations de l'employeur donc de faire disposer sur les lieux des règles, mais également depuis 2017, je crois, dans le règlement intérieur, pour les plus de 11, plus de 20. Si moins de 20, il n'y a pas de règlement intérieur obligatoire. Plus de 20, dans le règlement intérieur, il y avait déjà les dispositions de harcèlement moral, il faut maintenant les dispositions de harcèlement sexuel. C'est 2017, pas très très vieux, donc il faut toiletter les règlements intérieurs. Vous irez vérifier si dans votre règlement intérieur, il y a des dispositions avec la règle, etc. Alors après, des choses peuvent être faites par l'entreprise pour la prévention. Là, il n'y a pas de liste, mais après, il y a différentes possibilités, des chartes, etc. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le document unique d'évaluation des risques. C'est un risque possible, le harcèlement sexuel dans l'entreprise. Donc, votre document unique d'évaluation des risques doit en faire état. Et il doit prévoir en face qu'est-ce que met l'entreprise. Je vous rappelle, vous connaissez tous la règle de l'obligation de sécurité et de résultat. Ça, c'est une règle qui date des arrêts amiantes de 2002. Elle a eu une petite inflexion avec des arrêts Air France, il y a à peu près 18 mois, 2 ans, où on est sur une obligation de sécurité de résultat. Un petit peu, si l'employeur prouve qu'il a mis en place des choses, qu'il a fait de la prévention, il pourrait s'échapper. La Cour de cassation l'a dit, pour l'arrêt Air France, c'était un steward dans l'un des avions qui partait à New York après les attentats du 11 septembre. Il était sur le chemin, donc il y a eu un traumatisme post-accident de ce qui s'est passé, et ça a duré des années et des années. Et Air France, je cite l'arrêt, je ne commande pas, a fait des choses, a mis en place des choses pour la personne, et la Cour de cassation, dans cet arrêt, c'est monté jusqu'en Cour de cassation, a considéré que Air France avait vraiment bien réagi, avait fait toute une série de choses. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu quand même la victime a quand même été choquée, etc., que automatiquement il y a une sanction de la part de la Cour de cassation. Donc, il y a une inflexion depuis 18 mois. Il faudra vérifier, il faudra voir comment la Chambre sociale réagit pour les prochains arrêts. Mais ça veut dire que l'entreprise, si elle n'a rien mis dans le document unique d'évaluation des risques, déjà, alors, il faut que ça soit dedans. Et ça permettra aussi pour le référent que vous êtes, que vous serez, de dire, mais le référent sécurité doit participer pour l'élaboration du document unique d'évaluation des risques. Donc, le référent lutte contre le harcèlement sexuel, je pense qu'il a intérêt à demander à participer si rien n'est fait. S'il y a des choses dedans, vérifiez-le. De toute façon, ça se met à jour régulièrement. Là, au sorti de cette petite heure, vous avez des informations, vous êtes en droit de demander la réévaluation du document unique d'évaluation des risques. Il est réévalué au moins une fois par an, ou en tout cas à chaque fois qu'un danger, qu'une machine est nouvelle, etc. Donc c'est un document qui vit. Je ne sais pas quelle heure il est. Mais ça va vite, hein. Alors, bon là, c'est le médecin du travail, vous irez voir. Alors, si il y a une action, il y a un phénomène, là, l'employeur, dès qu'il est informé, doit réagir, par le biais du salarié lui-même ou par un tiers. Si un tiers vient informer d'un fait qui est susceptible de constituer un harcèlement, il doit diligenter sans tarder une enquête. L'employeur devra bien sûr confier l'enquête à une personne neutre qui n'est bien disposée ni envers l'auteur ni envers la victime. Alors, l'investigateur devra entendre l'ensemble des personnes concernées par les faits de harcèlement, le salarié plaignant, l'auteur des faits tels que désignés par la victime potentielle, ainsi que tous les éventuels témoins. Si les faits de harcèlement sont avérés, il doit mettre l'auteur du harcèlement en demeure de cesser ses agissements. Et en tout état de cause, si les faits sont avérés, l'employeur n'a pas trop le choix de sanctionner déjà le salarié, parce que si c'est avéré,
Ça semble quand même un peu, serait un peu étonnant que, puisque c'est réprimé par le code. Alors, il doit prendre toutes les mesures les plus radicales, engager une procédure disciplinaire, allant jusqu'au licenciement. Le harcèlement sexuel constituant nécessairement une faute grave. C'est-à-dire que si les faits sont constitués de harcèlement, vous voyez un peu les propos, c'est pas fait répéter, de toucher la main, vous voyez ce que je vous ai montré, fait répéter, c'est constitué, ben, l'employeur peut aller sur le terrain de la faute grave. Il a des preuves, des témoignages, des choses comme ça. Là, voilà, ça constituera une faute grave. Alors, notez aussi la médiation. On entend souvent parler des médiateurs. Et souvent, les employeurs aussi, pour essayer de mettre un peu apaiser, on va faire une médiation, on va discuter, on va demander. Non, la médiation en matière de harcèlement sexuel est interdite. Alors, les sanctions, vous irez regarder les slides, que ce soit civil ou pénal, puisque vous pouvez agir sur les deux fondements, uniquement en civil devant le CPH, si jamais le salarié a été sanctionné, si la victime a été licenciée, parce que ça fait sourire, mais la victime, c'est peut-être elle aussi qui va être licenciée, ça c'est arrivé, donc je ne sais pas si ça arrivera encore. Petite précision sur les indemnités si la victime est licenciée ou si une victime une personne, un tiers, qui a dénoncé des faits de harcèlement, qui a bien précisé, et que l'employeur licencie la personne qui a dénoncé ou licencie la personne qui a fait l'objet de harcèlement, qui est venu prouver ensuite qu'on m'a licencié parce qu'on m'a fait des propositions, sinon ben, je perdrais mon job, je dois en garder deux, mais bon, ben voilà, et puis à ce moment-là, c'est faveur sexuelle, etc. À ce moment-là, s'il y a des faisceaux de preuves, la personne est licenciée, elle peut apporter des preuves de cette nature. Le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse, on est d'accord, mais il sortira du barème Macron. C'est les cas de figure, vous savez, de la sortie du barème pour tout ce qui est liberté fondamentale et nullité. Lorsqu'on est sur une nullité du licenciement, et c'est le cas en l'espèce, ou lorsque nous avons des libertés fondamentales qui sont en jeu, si le juge considère que c'est une liberté fondamentale qui a été enfreinte, à ce moment-là, le barème Macron n'est plus applicable. Les dommages et intérêts seront ceux que le juge estimera réparer le préjudice. Alors, je vous l'ai dit, il peut saisir le Conseil des prud'hommes ou le tribunal correctionnel. La charge de la preuve pénale et civile, ce n'est pas la même chose. En civil, devant le CPH, ce sera d'abord un faisceau d'indices que le salarié va apporter, un peu comme en matière harcèlement moral. Vous apportez des éléments qui font supposer qu'il y a eu un harcèlement moral ou harcèlement sexuel, et ensuite à l'employeur de venir prouver que tels agissements ne sont pas du harcèlement moral, ce n'est pas du harcèlement sexuel. Donc il va y avoir là, alors qu'au pénal, il faut absolument apporter, c'est la victime qui apporte les preuves, et l'auteur n'a pas, si la victime apporte les preuves, il va se défendre certes, mais on n'est pas sur le même régime probatoire.